Bertil Galland, vous avez eu l'occasion d'étudier sur place aux États-Unis le problème noir et d'approcher, de fréquenter Malcolm X. Alors j'aimerais vous poser cette question, est-ce que l'assassinat de ce dernier, de Malcolm X, vous a surpris? Non, il ne m'a pas surpris puisque Malcolm X prédisait depuis longtemps qu'il mourrait de mort violente. Lorsque je l'ai entendu, dans la salle même où il a été assassiné, la salle Audubon, dans le nord de Harlem, près de Broadway, c'était un des thèmes de son exposé. Ces réunions, celle à laquelle j'ai assisté et celle au cours de laquelle il était tué, sont des sortes de réunions plus ou moins catéchétiques où il prêche sa bonne nouvelle à ses fidèles, qui sont d'ailleurs pas extrêmement nombreux, quelques centaines. Oui, justement, l'assassinat de Malcolm X a jeté certaines lueurs sur le monde étrange, inquiétant, dans lequel celui-ci se mouvait. Et qui sont ces musulmans noirs? Qui sont ces mouvements annexes, connexes qui se trouvent par là-bas? Et lorsqu'on enquête à Harlem, on s'aperçoit que la notoriété des musulmans noirs est un phénomène assez étrange, parce qu'il existe d'innombrables mouvements, sectes, groupements plus ou moins secrets, de tendances plus ou moins bizarres, qui sont actifs dans les quartiers noirs, particulièrement à Harlem. Et on se demande pourquoi les musulmans noirs ont connu un tel succès, sont connus partout, alors que les prophètes, petits et grands, sont innombrables. Et tout le monde, on peut dire que c'est une grande ambition de beaucoup de ces leaders noirs de devenir prophète de quelqu'un. Et chacun cherche à réunir des adeptes, des fidèles autour de soi. Peut-être que c'est l'excès même des théories des musulmans noirs qui les a rendus aussi fameux. Il y a aussi ce côté très publicitaire d'un nom comme Malcolm X qui plaît aux journalistes et qui a fait que son nom frappe toujours lorsqu'on on le cite dans les journaux. En fait, quelle est l'histoire du mouvement des musulmans noirs? Ils s'appellent d'ailleurs pas musulmans noirs par leur propre décision. C'est un sociologue blanc nommé Lincoln qui leur a donné ce titre musulman noir. Eux se disaient musulmans tout court. Ils ont été fondés par un personnage très obscur et curieux en 1930. Elijah Muhammad, qui a à l'heure actuelle 67 ans, a mené le mouvement depuis 1934 et Malcolm X était son lieutenant dès le moment où il est sorti de prison dans les années, ça devait être vers 1950 à peu près. Oui, ce sont des sectes, dites-vous, des sectes religieuses. Oui et non. Je me suis beaucoup intéressé à ce problème. Je me demandais dans quelle mesure les musulmans noirs étaient reconnus par les autres adeptes de l'islam, plus orthodoxes qu'eux. Ils disent tant de choses farfelues, étonnantes et quelquefois franchement risibles qu'on se demande si c'est sérieux. Or, ça ne l'était pas au début, ça l'est devenu de plus en plus. Les vrais musulmans, particulièrement les personnes venant de pays musulmans africains ou des pays arabes, ont tout d'abord observé une attitude extrêmement prudente à leur égard. Ils les considéraient aussi comme des personnages, comme, si ce n'était pas des plaisantins, en tout cas des personnages dangereux. Oui, vous parliez tout à l'heure de choses farfelues que disent peut-être encore les musulmans noirs. Quoi, par exemple? Eh bien, ce qui paraît le plus déroutant lorsqu'on s'entretient avec eux, c'est qu'il est impossible d'avoir de leur part des propositions honnêtes. Par exemple, Elijah Muhammad a longtemps défendu l'idée que les États-Unis devraient céder une portion du territoire où les Noirs s'établiraient en maîtres, uniquement eux. J'ai posé de nouveau la question, non pas à Elijah Muhammad, mais à un de ses proches lieutenants, qui m'a dit que l'idée était tout à fait fausse, qu'il l'avait abandonnée. Autre exemple, Elijah Muhammad maintenant se défend d'avoir trempé dans le complot contre Malcolm X en disant « nous ne sommes pas pour la violence ». Or, j'ai entendu ces gens dire à leurs adeptes « armez-vous ». Tout est tellement incohérent que cette incohérence même déroute ceux qui cherchent à analyser leurs idées. Mais leurs idées, si vous voulez, se ramènent à une proposition de caractère raciste, c'est que les Blancs en bloc sont mauvais et que les Noirs en bloc sont bons. Et même quand on les entend, quand on entendait Malcolm X en particulier, on s'aperçoit que le mot d'homme, homme, the man, eh bien, ça veut dire le blanc. Il dit, par exemple, en vous regardant dans les yeux, lorsque vous philosophez, lorsque vous faites la théologie et que vous employez le terme d'homme, avez-vous jamais un visage noir devant les yeux? Lorsqu'un chrétien parle de Dieu, voit-il un Dieu qui a un visage noir? Et alors, au fond, tout ce qu'ont fait les blancs est frappé d'un caractère raciste blanc et par opposition, lui affirme que les blancs sont en bloc mauvais et que les noirs
ne sont pas des hommes, mais ce sont d'un caractère divin. Alors c'est ce caractère divin et bon du noir, pris en général, qui est peut-être pour l'observateur le côté le plus farfelu de leur théorie. Mais il y a donc un aspect religieux, il y a un aspect politique aussi. Alors l'aspect politique me paraît plus important. J'ai cherché face à Malcolm X à savoir si la foi, l'aspect proprement religieux de l'islam jouait pour lui et pour ses adeptes un rôle important. Il s'en est défendu. Il a dit, en fin de compte, avec toujours cette manière un petit peu évasive de répondre aux questions, il m'a dit, les questions religieuses, vous savez, ça divise les hommes. Moi, je cherche à unir les Noirs, alors j'insiste pas trop sur la religion. Et ce qu'il retient avant tout, lorsqu'on l'entend, c'est le caractère moral. Ce sont certaines règles morales de l'islam, par exemple, le fait que les adeptes des musulmans noirs ne boivent pas, ne commettent pas d'adultère, ne mangent pas de viande de porc, et sont d'une grande honnêteté entre eux, enfin s'entraident. Mais politiquement, ils n'ont pas de programme. Alors, Malcolm X était en train d'évoluer. Lorsque je l'ai entendu, il annonçait déjà son intention en termes extrêmement vagues et où il y a toujours à boire et à manger, mais il annonçait au fond le passage de son mouvement de la zone religieuse à la zone politique. Il disait qu'il voulait minimiser la religion, d'ailleurs il parlait presque plus de son mouvement comme de musulmans noirs, et il en parlait bien que leurs locaux s'appellent toujours mosquées, et il parlait de plus en plus du mouvement pour l'unité afro-américaine. Et de là à transformer sa secte en un mouvement politique, il n'y avait qu'un pas qu'il prétendait toujours vouloir franchir et qu'il aurait peut-être finalement franchi. Mais dans quel milieu est-ce que ces sectes, ces mouvements recrutent leur clientèle? Voilà, nous sommes ici au cœur de la question. Plus que les idées mêmes qu'ils défendaient avec leur caractère excessif, c'est le milieu même où ils recrutaient leurs fidèles qui est intéressant. Alors que dans le Sud, on peut dire que des mouvements comme ceux qui sont proches du pasteur King sont capables de tenir la population en main, alors que l'on peut dire que de nombreux mouvements pour la promotion des Noirs ont un grand succès dans les classes moyennes noires et parmi les intellectuels noirs, il y a une énorme masse qui est totalement laissée à elle-même et qui vit dans un état social proprement scandaleux. Ce sont les grandes villes du Nord, les quartiers noirs des villes du Nord. Là, on constate, d'un point de vue purement social, les faits suivants. La dégradation des mœurs est totale. La drogue, le jeu, la prostitution triomphent. La délinquance est absolument énorme. Elle est 6 fois plus grande à Harlem même que dans le reste de la ville de New York. Un enfant sur 5 est illégitime, contre un enfant sur 50 parmi les personnes de peau blanche. Enfin, on a véritablement devant soi un prolétariat. Et il faut ajouter, ce qui est très important, que la plupart des petits-enfants noirs de Harlem, par exemple, ne suivent pas leur scolarité jusqu'au bout. C'est des drop-outs qu'on l'appelle, ils quittent l'école en cours de classe, ils sont souvent illettrés. Et alors, auprès d'une population aussi fruste et aussi frustrée, il faut l'avouer, et aussi mortifiée par la position dans laquelle se trouvent les Noirs, dans ce milieu-là, les réactions sont d'une extrême violence. Et alors l'idée d'une égalité entre blancs et noirs ne parle pas tellement à ces masses, ça leur paraît comme un rêve fort lointain. Tous les progrès acquis sur le plan légal leur paraissent insatisfaisants. Mais quand Malcolm X venait et disait « Vous n'êtes pas les égaux des blancs, vous êtes supérieurs. Les blancs sont mauvais, vous êtes bons », il entreprenait une sorte de thérapeutique sociale qui transformait ses auditeurs. Mais concrètement, l'action de ces mouvements, comment se manifeste-t-elle? Il est très frappant de constater que son recrutement a lieu dans une grande mesure dans les prisons. Et d'ailleurs, Malcolm X a fait connaissance avec le mouvement d'Elijah Muhammad alors qu'il était en prison. Il avait mené une vie extrêmement délinquante quand il était jeune. Il était souteneur, il a trafiqué de la drogue. Et c'est quand il était cambrioleur qu'il a fini par se faire arrêter en 1946. Et alors son cas n'est pas du tout unique. Et les directeurs de prison constatent que les musulmans noirs parviennent à transformer de manière totale des délinquants d'habitude. Ce soulagement psychologique ressenti à l'affirmation qu'ils ne sont pas minoritaires et inférieurs, mais au contraire supérieurs et majoritaires,
parvient à déclencher quelque chose dans l'homme qui le transforme. Et alors à cela s'ajoutent ces règles très simples, n'est-ce pas, d'honnêteté, on ne se drogue pas, on ne boit pas, etc. Et un homme peut ainsi être transformé. Ce qui fait que des directeurs de prison blancs admettent le rôle très utile qu'ont joué parmi leurs pensionnaires les musulmans noirs. Oui, c'est une forme d'assistance sociale qui tout de même inquiète, parce qu'enfin, il préconise le recours à la violence, non? Oui, certainement, c'est le côté le plus inquiétant. On assiste depuis quelques années à une radicalisation croissante de la révolte des Noirs américains. La chance historique des États-Unis, c'est que jusqu'à présent, la plupart des mouvements qui sont sérieusement occupés de la promotion des Noirs ont toujours affirmé avec force l'idée de la non-violence. Et il y a un grand couac, c'est ces musulmans noirs qui, eux, disent à leurs adeptes, armez-vous. Mais est-ce que vous croyez que ces mouvements sont suffisamment puissants pour réellement inquiéter, troubler la paix intérieure aux États-Unis? Je crois qu'ils ne sont pas puissants par le nombre de leurs membres. Ce nombre de membres est faible en réalité. Il n'atteint certainement pas les 250 000 adeptes dont ils font état. Je pense qu'on peut évaluer au maximum à 10 000 le nombre des musulmans noirs. Mais ils répandent des idées qui s'implantent dans l'esprit disons souvent de voyous, de gens très à la frontière de la délinquance, qu'ils sont en mesure de se sentir justifiés de passer à des actes violents. Et les émeutes qui ont éclaté un peu partout dans les villes du Nord l'été dernier étaient la manifestation du progrès de l'idée de la violence dans le prolétariat noir des villes du Nord des États-Unis.